Les huiles végétales sont-elles toxiques pour notre organisme? Comme tous les produits transformés, les huiles passent par une chaîne de production industrielle qui peut altérer leur nature. Des produits ont vu le jour tout au long du XXe siècle, comme certaines margarines végétales, graisses hydrogénées et autres acides gras trans qui se sont avérés être extrêmement nocives pour l'homme. Dans certains cas, on a déjà fait marche arrière avec un retrait ou bien une limitation du taux de certaines matières grasses dans les produits de consommation qui sont commercialisés à grande échelle. Alors qu'en est-il des huiles que l'on trouve aujourd'hui dans le commerce? Que faut-il éviter? Que faut-il privilégier? Et existe-t-il des astuces pour en contourner certains dangers? Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Fabrice. Je suis professionnel de santé et en cours de formation dans le domaine de la micronutrition. Sur cette chaîne, on explore les stratégies de micronutrition et les outils de santé fonctionnelle qui vont nous aider à vivre plus heureux, plus longtemps et surtout en meilleure forme. Aujourd'hui, on continue notre série de vidéos sur les lipides et plus précisément sur les acides gras. Et on va rentrer dans le concret parce que je vais vous donner les astuces et les pièges à éviter pour ne pas subir les effets délétères connus des huiles végétales. Pour commencer, on va faire le tri dans tout ce qui existe et je vais d'entrée de jeu vous donner les clés pour identifier les graisses à éviter. Donc une fois que vous allez pouvoir faire la différence entre les bonnes huiles et les moins bonnes, on va pouvoir parler du principal danger qu'elles peuvent représenter et qui est l'oxydation. Je vais ensuite pouvoir vous emmener avec moi dans le corps. Et là, on va s'intéresser à quel est l'impact de l'oxydation sur l'organisme. On verra ce que c'est que le stress oxydatif. Et à partir de là, va découler tout naturellement les stratégies et les réflexes qu'il va falloir avoir pour une consommation d'huile végétale saine et sans danger. Allez, c'est parti! Ok, donc les graisses dont on veut limiter la consommation, ça va être parce qu'elles contiennent les acides gras qui sont les suivants. On a déjà les acides gras trans. Donc ça, c'est des graisses qui sont transformées et donc on les retrouve dans tous les produits industriels transformés, dont les étapes de fabrication et de cuisson dénaturent les bonnes graisses et les transforment en mauvaises. Les acides gras trans sont aujourd'hui bien connus et on sait qu'ils sont impliqués dans le développement des maladies cardiovasculaires et des cancers. Ok, ensuite on sait qu'on veut éviter les graisses saturées. Celles-là, on les retrouve partout dans les graisses d'origine animale, telles que le beurre, la crème fraîche, le fromage, le saindoux, le lard, tout ça, excepté les graisses qui viennent des poissons. On les trouve aussi dans certaines huiles végétales qui sont tropicales, comme l'huile de palme, et dans les produits alimentaires fabriqués à partir de ces sources de gras, comme les pâtisseries, les charcuteries ou les produits laitiers gras. Eux, ils sont assez connus, généralement c'est eux qu'on évite quand on dit qu'on fait attention à ne pas manger trop gras. Donc on sait que ceux-là, ils augmentent également le risque de pathologies cardiovasculaires, faut pas en abuser. Enfin, dernièrement, on va essayer de limiter la consommation en acides gras de type insaturés de la famille des oméga 6. Ils sont extrêmement présents dans notre alimentation moderne parce qu'ils sont très utilisés dans tous les produits transformés. On a l'huile de soja, de kartam, de maïs, etc. Comme vous le savez maintenant, ces derniers vont contribuer à déséquilibrer notre rapport oméga 6 sur oméga 3, ce qui dérégule plusieurs grandes fonctions de notre organisme, comme l'inflammation. Alors si vous avez regardé les 2 premières vidéos de cette série, le bon gras existe-t-il vraiment et l'alimentation anti-inflammatoire guide pratique, vous savez qu'en alimentation santé, ce qu'on cherche surtout, ce sont les acides gras de type oméga 3. Leur bienfait sur le fonctionnement cellulaire, le développement du cerveau et la modulation de l'inflammation est maintenant bien connu. Alors eux, ils sont absolument essentiels au bon fonctionnement de notre organisme et en plus, on ne les synthétise pas nous-mêmes, donc il va falloir absolument les apporter par l'assiette. On ne peut donc absolument pas se passer d'apports en oméga 3. Vous les connaissez maintenant bien parce qu'on en parle à chaque fois, l'huile de lin, de colza, de cameline, de noix et aussi les gras qu'on va trouver dans tous les produits de la mer et les poissons. Alors dans ces 2 vidéos, quand j'ai souligné que les oméga 3 étaient absolument incontournables, j'ai eu pas mal de questions dans les commentaires sur la toxicité potentielle des huiles végétales. Je vous en remercie et d'ailleurs n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires car ça me donne des idées pour pouvoir vous créer du contenu par la suite. On va donc regarder de près c'est quoi l'oxydation des huiles. Pour comprendre cette potentielle toxicité, il va falloir reprendre notre acide gras polyinsaturé de la famille des oméga 3, celui qui nous intéresse en alimentation santé. On retrouve, rappelez-vous, la présence d'insaturation, c'est-à-dire de double liaison sur la chaîne carbonée. Ce sont des liaisons où les atomes de carbone qui sont à la suite ne partagent pas un, mais bien 2 électrons. Ce partage des 2 électrons, c'est ça qui fait la double liaison, qu'on appelle aussi une insaturation, et c'est ça qui va caractériser notre oméga 3. Et ce sont aussi elles qui sont extrêmement précieuses à notre corps parce que notre organisme ne sait pas les fabriquer tout seul. C'est pour ça que l'acide alpha-linolénique, que l'on trouve entre autres dans l'huile de lin, est dit acide gras essentiel. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, le corps ne sachant pas le faire tout seul, il va falloir absolument l'apporter par l'alimentation. Le problème, c'est que ces insaturations qui caractérisent nos oméga 3 et qui sont super précieuses pour nous, elles sont extrêmement fragiles. Et plus précisément, elles sont très vulnérables à l'oxydation. Le mécanisme est le suivant.
Je pars de mon acide gras. Au contact de l'air, il va réagir pour former un peroxyde. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il se fait voler un électron, et ça se produit justement plus facilement au niveau d'une double liaison, parce que c'est un endroit où justement les deux atomes de carbone partagent deux électrons au lieu d'un. C'est la fameuse double liaison. Donc plus un acide gras a d'insaturation, comme c'est le cas pour les oméga 3, plus il va être fragile et donc vulnérable à l'oxydation. A l'inverse, l'acide oléique, très présent dans l'huile d'olive, qui n'a qu'une seule insaturation, résiste beaucoup mieux à ce phénomène. Bon, en plus, l'huile d'olive est très riche en vitamine E, qui est un très bon antioxydant, donc ça aide, mais on en reparlera plus tard. Alors il faut savoir qu'une fois qu'il s'est fait voler son électron et donc détruire son insaturation, eh bien notre acide gras, il se trouve complètement dénaturé. Sa forme et sa structure ont été altérées. À ce moment-là, cette molécule devient complètement inutilisable par notre organisme. L'acide gras est en quelque sorte détruit, donc son intérêt micronutritionnel n'existe plus. Et malheureusement, ça ne s'arrête pas là, car en plus de ça, il va carrément devenir dangereux pour notre organisme. Donc à ce stade, on a vu c'était quoi l'oxydation d'un acide gras en particulier. Maintenant, on va pouvoir voir qu'est-ce que cette histoire d'oxydation déclenche quand elle se produit dans notre corps. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'en fait, quand la molécule s'est faite oxyder, elle est non seulement dégradée, donc elle perd ses propriétés qui en faisaient une molécule bénéfique à notre santé, mais elle va également devenir un composé chimique instable et donc lui-même très oxydant. Ce composé chimique, on l'appelle un radical libre. Et à son tour, notre ancien acide gras va vouloir voler un électron à une molécule voisine pour se stabiliser. Et donc on comprend qu'une fois que l'oxydation a été initiée au niveau d'un acide gras, elle va se propager aux autres acides gras et de manière générale aux autres molécules environnantes, entraînant une réaction en chaîne qui s'auto-entretient et qui se propage. Et c'est pour cela que les huiles peroxydées sont très nocives pour la santé, car elles vont ensuite induire une cascade de réactions en chaîne où elles vont un petit peu oxyder tout sur leur passage. Et ça dans le corps, c'est pas terrible. Alors notre organisme va heureusement se défendre, et il va réagir contre ces réactions d'oxydation grâce à ses défenses antioxydantes ou antiradicalaires, dont les principaux acteurs sont les suivants. On a la vitamine E, on l'a citée tout à l'heure parce qu'elle était présente dans l'huile d'olive. On a la vitamine A, celle-là on en a parlé dans la dernière vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais dans ma cuisine et je vous racontais que le foie de morue en contenait énormément. Et je vous avais dit la vitamine A c'est très important dans la médecine anti-âge. Eh bien parce que le stress oxydatif va faire partie des processus de vieillissement et donc la vitamine A va venir lutter contre le stress oxydatif, donc va améliorer en quelque sorte les conditions dans lesquelles le corps vieillit. Ensuite, on a la vitamine C, le coenzyme Q10, donc celui-là on en a parlé, il était très présent dans la mitochondrie, rappelez-vous, parce qu'en fait dans la mitochondrie il y a beaucoup de stress oxydatif, donc on a besoin d'énormément de coenzyme Q10 pour venir lutter contre ce stress oxydatif. Après, on a le glutathion et l'acide alpha-lipoïque. Tous ces éléments-là, ils vont faire partie d'un système du corps humain pour venir neutraliser l'oxydation afin de retrouver un état d'équilibre. Donc, tant que la balance oxydation défense antioxydante reste équilibrée, il n'y a pas de problème. Le souci, c'est quand on va avoir un déséquilibre d'un côté ou bien de l'autre. Et quand c'est en faveur de l'oxydation et que les défenses antioxydantes sont dépassées, on dit que l'organisme est soumis à un stress oxydatif. Alors si vous regardez régulièrement la chaîne, vous savez que dans l'organisme, globalement, tout est question d'équilibre. Et comme pour l'inflammation, il faut savoir qu'il y a toujours un petit peu d'oxydation dans le corps et que c'est même bénéfique. On appelle cela le bruit de fond oxydatif ou le bruit de fond radicalaire. Il est dû à notre alimentation, mais aussi à notre métabolisme énergétique dans la mitochondrie, donc il augmente quand on fait du sport. Il est nécessaire dans le foie pour les mécanismes de détoxication hépatique, et aussi il est utilisé comme arme par notre système immunitaire pour détruire les bactéries et autres agresseurs. Tant que tout cela reste dans des proportions gérables, comme on l'a dit, le corps est un état d'équilibre, il n'y a absolument pas de problème. Alors comment savoir si on est concerné? Est-ce que ce stress oxydatif, il se voit de l'extérieur? Malheureusement, la réponse est non. Le stress oxydant, il est silencieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de signes qui le mettent en évidence. Pour imaginer le propos, imaginez un arbre qui se ferait grignoter lentement par les termites, ça ne se voit pas de l'extérieur, mais quand on regarde à l'intérieur, ça commence par des petits trous, mais cela cause de grands dommages au fur et à mesure du temps. Chez l'homme, on peut le voir se manifester chez des personnes qui ont été exposées depuis très longtemps. Donc je vous fais pas un exposé sur les mécanismes du stress oxydatif sur l'organisme. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on en parle, mais en gros, le stress oxydatif, il participe au mécanisme de vieillissement parce qu'il va s'attaquer à notre ADN et il va augmenter également le risque de cancer. Et là où on peut le voir, c'est chez les fumeurs de longue date et les alcooliques qui paraissent souvent bien plus vieux que leur âge. Ou encore chez les personnes qui s'exposent énormément aux UV, comme certaines personnes sur les plages ou bien chez les guides de montagne dont la peau a souvent un aspect vieilli. Vous avez compris, les UV du soleil, le tabac et l'alcool sont très pro-oxydants. Les causes possibles du stress oxydatif sont nombreuses, ça c'en était que quelques exemples. On y reviendra, donc abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que plus on est soumis au stress oxydatif et plus on a de chances
d'oxyder les bons acides gras qu'on va consommer par ailleurs. J'en profite pour vous dire que si vous avez visionné ma vidéo sur l'inflammation, vous pouvez maintenant faire le lien entre oxydation et inflammation, puisqu'une molécule oxydée va devenir une molécule du soi modifiée, et à ce titre, il va se faire identifier comme étant un agresseur par notre système immunitaire. Le stress oxydatif est donc un potentiel foyer inflammatoire. Alors maintenant que vous avez toutes ces notions en tête, on va pouvoir se poser la question, comment est-ce qu'on va pouvoir consommer nos bonnes huiles végétales pour optimiser nos apports en oméga 3 sans pour autant s'exposer au risque du stress oxydatif? Eh bien, il y a plusieurs stratégies. La première stratégie, c'est de surtout ne jamais faire chauffer vos huiles. En fait, vos huiles santé que vous consommez pour optimiser vos apports en oméga 3, elles ne sont pas faites du tout pour servir comme huile de cuisson. Comme je vous l'expliquais au début de cette vidéo, elles sont très fragiles du fait qu'elles sont très insaturées. Or, la montée en température crée un terrain propice à la dénaturation de ces huiles en acides gras trans. Alors concrètement, comment on fait? Eh bien, on va mettre notre filet d'huile directement dans notre assiette. Pour les crudités, c'est facile, on a déjà l'habitude. Autrement, je vous invite à essayer l'huile de noix qui va très bien dans les potages ou dans les soupes de légumes, ou l'huile de lin qui a un petit goût sympa qui peut se prêter à une préparation goût sucré. Vous avez sûrement repéré que j'en ai ajouté dans mon bol du matin dans ma vidéo sur le petit déjeuner. Alors ça ok, mais alors que choisir comme huile de cuisson du coup? Eh bien notre choix va se porter sur les huiles qui résistent le mieux à la montée en température. À ce moment-là, il ne faut pas se dire qu'elles ont un intérêt nutritionnel, il faut en mettre aussi peu que possible, mais l'idée c'est d'utiliser dans ce cas-là plutôt des huiles qui sont très stables et donc qui ne vont pas devenir nocives quand elles vont être chauffées, c'est-à-dire qu'ils ne se transforment pas en acides gras trans. Donc pour démarrer une cuisson à la poêle, l'huile la plus stable c'est l'huile de coco, on peut démarrer avec ça, et ensuite on peut poursuivre la cuisson avec de l'huile d'olive, un peu plus fragile mais qui contient de la vitamine E, donc elle va résister quand même. Il faut savoir que la graisse d'oie ou la graisse de canard, elle a également l'avantage d'être très stable à la chaleur et donc elle ne devient pas nocive quand elle est chauffée. Encore une fois, là je souligne que ces matières grasses du coup ne sont pas des aliments santé, donc je ne les recommande pas directement, mais si on tient à faire une cuisson à l'huile, alors ce sont les options les moins nocives. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les nutriments seront toujours mieux préservés si vous privilégiez des modes de cuisson douce, basse température, comme la cuisson à l'étouffée, donc à la vapeur, et même au four, on peut rester à des températures raisonnables en allongeant simplement le temps de cuisson. Deuxième stratégie, conservez vos huiles au réfrigérateur. Alors étrange me direz-vous, conserver des huiles au réfrigérateur? Mais oui, et d'ailleurs les huiles de très bonne qualité que vous achetez, c'est marqué en tout petit sur l'étiquette. Comme je vous l'ai expliqué, le meilleur moyen de dégrader votre insaturation, c'est de faire cuire votre huile. Malheureusement, il ne suffit pas de les consommer crus pour être sûr de profiter pleinement de leurs vertus, puisque ces insaturations vont se dégrader naturellement dans le temps, et ça c'est dû au phénomène de l'oxydation dont on a beaucoup parlé. L'oxydation dans le langage courant c'est le rancissement, et pour ceux qui ont déjà goûté une huile qui a ranci, en principe vraiment vous devez vous souvenir du goût que ça peut avoir. Les conditions de l'oxydation de l'huile c'est donc l'exposition à l'air libre, donc le contact avec l'oxygène, et cette réaction est accélérée par l'exposition aux UV de la lumière et à la montée en température. Donc en conservant vos huiles au réfrigérateur, vous les protégez donc de la lumière et de la montée en température. Vous allez donc ralentir son oxydation et donc vous allez prolonger la durée de vie de vos fameux acides gras polyinsaturés. La seule huile qui ne va pas au frigo, c'est l'huile d'olive, puisqu'elle va durcir si elle est exposée à des températures trop basses. Prochaine stratégie, consommez rapidement vos huiles après ouverture. Et oui, parce que l'oxydation, ça commence dès qu'il y a contact avec l'oxygène de l'air. Cela implique que dès que vous ouvrez la bouteille et que vous exposez l'huile à l'air libre, vous lancez le compte à rebours de l'oxydation. Du coup, rebouchez-la rapidement après que vous vous soyez servi et allez rapidement la ranger au frigo. Ne la laissez pas ouverte sur la table en plein soleil. Il faut ensuite garder en tête qu'il va falloir la consommer rapidement après ouverture. Et c'est pour cela qu'on vous vend de l'huile de lin, qui est une des plus fragiles, dans des petits contenants. Les huiles, c'est pas comme le vin, ça se bonifie pas en vieillissant. Moi je vous conseille donc d'éviter d'en acheter d'avance, d'en ouvrir plusieurs en même temps et d'en acheter dans des trop gros bidons. Prochain conseil, prenez vos huiles de la meilleure qualité possible. Alors forcément, si vous appliquez toutes ces stratégies qu'on a vues jusqu'à maintenant et que vous voulez faire les choses bien, il est impératif d'acheter une huile de très bonne qualité qui n'est pas déjà oxydée avant même d'arriver entre vos mains. Privilégiez donc les huiles en première pression à froid issues de l'agriculture biologique. Ces huiles, comme leur nom l'indique, sont des produits qui ne vont pas monter en température et qui vont être issus de la première pression, donc de procédés uniquement mécaniques. Ensuite, comme dans l'industrie agroalimentaire, on ne gâche rien, les grains ils vont de nouveau être pressés, mais ils vont être chauffés. On va également utiliser des procédés chimiques qui potentiellement vont laisser des polluants pour en extraire toute l'huile, mais celle-là, elle vous intéresse plus déjà depuis longtemps. La prochaine stratégie, c'est d'acheter vos huiles dans des contenants qui sont vert teintés et si possible opaques. À ce stade, si vous avez choisi une huile de très bonne qualité, les industriels ont compris que vous faisiez des choix pour votre santé et généralement ils vont vous proposer ces produits dans des contenants en verre teintés de couleur foncée ou bien même dans des contenants en métal opaque pour certains produits
carrément haut de gamme. Pourquoi? Eh ben, l'opacité ou le verre teinté, c'est pour limiter l'exposition aux UV, comme on en a déjà parlé, et le contenant en verre permet d'éviter la contamination de l'huile par des microplastiques. En effet, ces derniers peuvent avoir tendance à migrer de la bouteille en plastique dans l'huile car ils ont une très bonne affinité avec le gras. Donc on évite les bouteilles en plastique incolores là avec des mélanges bas de gamme. Souvent de toute façon ceux-là ils sont blindés d'huile de tournesol donc c'est super pro-inflammatoire. Je vous déconseille ce genre de mélange. Oh là, mais attendez, je vous parle de tout ça, mais en fait, j'ai pas du tout dit le plus important. Le dernier conseil, c'est de consommer énormément d'antioxydants. L'oxydation, comme on a dit, c'est normal, il faut pas en avoir peur. On essaie de la limiter, bien sûr, mais on va surtout pas s'interdire de consommer des bonnes huiles végétales qui peuvent s'oxyder, parce que de toute façon, on a un besoin vital en oméga 3. Le plus important dans tout ça, et je vais vous rassurer, c'est qu'il suffit de consommer énormément d'antioxydants. La bonne nouvelle, c'est qu'on les trouve en abondance dans les fruits et les légumes. Et ouais, avec tout ce mal que vous êtes donné à acheter une huile d'une qualité supérieure, la conserver correctement et la consommer dans les meilleures conditions, ça serait quand même dommage que votre acide gras se fasse oxyder dès qu'il rentre dans votre organisme parce que vous êtes soumis à un stress oxydatif. Et c'est vrai qu'entre le moment où vous consommez l'oméga 3 et le moment où il va arriver à votre cellule, ça va être un peu le parcours du combattant. Et sur un terrain oxydatif, oui, il y a beaucoup de chances que l'oméga 3 il se fasse oxyder. Et ce qui est super important, du coup, c'est de travailler sur le terrain. On évite donc les principales sources d'oxydation, le tabac, l'alcool, les médicaments quand ils ne sont pas nécessaires, et on se lâche sur la consommation en fruits et légumes. Je vous ai justement préparé une vidéo pour savoir comment équilibrer vos assiettes au quotidien afin d'être sûr d'avoir suffisamment d'apports en antioxydants. C'est par là!